Bonjour. Euh, nous avons, j'ai le privilège d'être maintenant dans la compagnie de Elizabeth A.R. Brown, euh, couramment Peggy Brown, une légende parmi les historiens du Moyen Âge, qui a qui s'est gentiment mis d'accord à me parler à propos de son article de 1974. Ça fait 50 ans, c'est l'anniversaire de la publication de l'article que vous avez lu peut-être et qui a apparu dans le American Historical Review. C'est un article qui fait maintenant ce qui est très célèbre, un article qui est sur les listes de lecture pour maintes cours en histoire du Moyen Âge et dans notre cours aussi. Peggy Brown a été anciennement professeure à Brooklyn College et City University of New York. Elle tient un doctorat de Harvard. Elle est l'autrice de nombreuses publications, soit en anglais, soit en français, des livres, des articles. Euh, et un de ces articles qui est le plus célèbre, c'est son article The Tyranny of a Construct, euh, que je viens de mentionner, et qui a été traduit récemment en français et qui va être publié à un moment à l'avenir, on espère très bientôt, euh, pour des audiences francophones. Et puisque nous avons Peggy Brown avec nous, j'aimerais bien commencer à vous parler, Peggy, à propos de la genèse de cet article. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'écrire sur la féodalité en 1974? Quel était l'objectif principal de votre article? J'étais furieuse. Je détestais la féodalité. Je, car je ne comprenais pas ce que c'était. Me voilà. à, euh, J'étais assez vieille. Je l'avais évité pendant toute ma carrière. Euh, Depuis le moment où j'ai entendu parler de cela. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas les personnes qui vivaient au Moyen Âge. C'est quoi? Et je l'évitais. Euh, je ne voulais pas en parler. Je connaissais d'autres personnes. Il y avait beaucoup de personnes qui exprimaient un peu de difficulté avec le concept, le construct, mais personne ne le dénonçait pas carrément. Et j'avais, quand je l'ai écrit, c'était quelque chose qui bouillait en moi pendant plusieurs années. Et donc, j'étais professeur associé, je pense. Je n'avais pas de peur. Je pouvais le faire. Et je pensais, fais-le. Et donc, je le fais. Et c'était un cri de cœur. C'était pas mes amis, John Benton, par exemple, m'a reproché. C'est pas le style scolastique de l'école. C'est un peu comme un journal. Oui, c'était ça. Et je nommais les noms et voilà. Et car c'était dans ce milieu
que mes idées se sont développées. Et je- il fallait beaucoup penser avant. Comment est-ce que je pouvais décrire ce mot? Qu'est-ce que je vais l'appeler? Et j'avais la grande chance de diriger un programme de Honors Students à Brooklyn College. Et nous avons invité des gens de renom pour être dans nos classes, pour donner des conférences. Et Noam Chomsky, le grand linguiste, était là. Et moi, j'avais pensé à construct au lieu de concept, car c'est, à mon avis, c'était quelque chose, féodalité, feudalisme, qui était construit par les hommes, par les personnes, pour décevoir les autres. À mon avis, ben, évidemment, les personnes qui ont invité le concept, le construct, pensaient que c'était une bonne chose. Et Chomsky disait, oui, ça va. Et donc, c'était fini l'article et je l'ai expédié à The American Historical Review. Et c'était accepté presque immédiatement, sans correction. Mais je travaillais à cette époque avec Barbara Tuchman. Mhm. Et je ne sais pas si vos étudiants vont connaître Barbara Tuchman, mais elle était tout à fait renommée à l'époque. Quand elle avait écrit The Guns of August, elle a reçu je ne sais pas combien de Pulitzer Prizes. Elle était très lue et elle travaillait sur A Distant Mirror, Ah oui. sur le Moyen Âge. Et donc, je connaissais Barbara. Elle ne lisait pas l'allemand, presque pas le français. Mais elle me téléphonait toujours à 7h30 du matin pour me faire traduire le latin ou quelque chose pour elle. Et j'avais expédié l'article à Barbara. Elle m'a téléphoné à 7h30 et elle m'a dit, j'ai des idées pour corriger un tout petit peu, pour éditer. Et j'ai Ah, dit, ah, très bien, Barbara. Elle disait, j'ai un peu d'expérience là-dedans. Et ah. donc, elle a fait des corrections qui étaient formidables. Et donc, l'article est paru. Et voilà. Toute l'histoire qui continue après, en fait. Et Ah ouais. c'est remarquable le courage là de, disons, c'est pas seulement quelque chose qui s'apprête aux historiens, aux historiennes ici. Le fait de dénoncer quelque chose qui vous semble incorrect ou euh, faussé, c'est quelque chose qui est demandé dans de plein d'autres cadres dans la vie. Mais la plupart de nous ne le fait pas, mais toi, tu l'as fait. Alors, ça, on doit déjà te féliciter là pour le courage de l'avoir fait. J'ai une deuxième question. Euh, que, ben, euh, quand on voit aujourd'hui le, la durabilité de ce construct, ce concept avec, par exemple, les belles, les jolies pyramides du système féodal dans les manuels, euh, avec euh, de- dans le quotidien, on entend toujours dans les nouvelles que quelqu'un veut instaurer un système féodal dans le gouvernement. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses à propos de la continuité de ce concept, ce construct dans l'éducation et dans la société plus largement? Ça, c'est très intéressant. Je voudrais
premièrement, car c'est lié, Oui. dire un mot à propos de mon courage. OK. C'était pas spécialement mon courage. Je pense que j'étais femme. Mhm. J'avais rien à perdu. Je venais de rien et donc, voilà. J'avais des collègues, des hommes qui pensaient comme moi. Mhm. Par exemple, Frederick Chayad. Fred Chayad. Il ne parlait pas beaucoup, il était très réfléchi. Il avait lu l'article avant la publication. Il était comme ça. Il pensait. Il ne voulait rien dire. Après, il a dit, Peggy, tu ne peux pas publier cela. Il faut attendre mon livre sur Ermengarde of Narbonne, quand Oui. je vais établir que la féodalité n'existait pas. Et je pensais, attendre, j'aurais dû attendre 40 ans. Oui. Car, et en fin de compte, quand il a publié Ermengarde, qui est un grand ouvrage, et la féodalité était perdue. C'était l'amour courtois qui dominait le livre. Et donc, mais voilà. L'autre personne à qui je dois beaucoup, c'est Walter Goffard, Mhm. qui aimait beaucoup et aime toujours. Euh, il dit, il parle en phrases courtes. Et une des choses, il disait, Napoléon euh, ressemblait plus à... non, c'était quoi? C'était Philippe le Belge, c'était qui ressemblait plus à Beowulf à Napoléon. Ah, OK, Et je, oui. et je pensais, oui, il a raison, mais le système féodal, c'est comme Internet. Mhm. Tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait ça ne pouvait pas exister dans ce temps-là. Mhm. Comment est-ce qu'on a communiqué ces idées? Et il faut dire que j'ai écrit euh, un autre article que je n'ai jamais publié. J'inventais l'idée du système féodal et je l'attribuais au frère de Charlemagne. C'était son secret, cette idée. Et c'était à cause de cela que Charlemagne l'a tué, car il voulait lui-même captiver cette idée. Et c'était à lui, Charlemagne, qui semait les semences de féodalité partout. Et ça a poussé. Et c'était insistant. Mais c'est ridicule. Mais c'est ce qu'on demande qu'on croit, Oui. n'est-ce Euh, pas? ben, évidemment, évidemment. Mais c'est pas moi qu'il faut convaincre, c'est notamment comment les autres. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de parler avec moi, parce que c'est une idée tellement durable. Euh, j'ai fait quelques recherches pour passer l'introduction de cette idée dans le cursus universitaire. Et j'ai noté, par exemple, dans le manuel d'histoire médiévale publié par Bémont à la fin du 19e siècle, il y a tout un chapitre de 15-20 pages sur explicitement le système féodal, qui est décrit de manière systématique. Euh, et euh, c'est quelque chose qui continue quand on regarde les manuels pour les étudiants aujourd'hui.
Et je trouve ceci très frustrant parce que ça, comme tu as dit autrefois, ça donne l'impression que l'histoire est simple et tout qu'on a besoin de faire, c'est de construire des boîtes très simples et mettre tout dedans sans vraiment y regarder. Euh, et je doute que quelqu'un qui visitait une bibliothèque qui était organisée d'une telle façon serait bien servi. Même chose avec l'histoire. Euh, Mais, alors, Richard, ce que je n'ai oui, pas fait, c'est de répondre à ta question. Euh, oui, Pourquoi la durabilité? oui, Et je pense c'est la simplicité. mhm, Et en même temps, c'était exactement en même temps que moi, que je publiais l'article sur la féodalité, que Kahneman, euh, Daniel Kahneman et Amos Tversky ont lancé leur idée de la cognition, how do you say cognition? Cognition? oui, je Cognition, crois, oui, oui, et les différentes formes de, de l'approche à la vie vécue. D'une partie, c'est de simplifier. Et si on construit des histoires simples, c'est très facile. Ça supprime les détails, la complexité. Et ça, c'est facile à accepter. Ça donne un sens euh, de l'aisance cognitive. Tandis que si on veut vraiment se confronter à la complexité de la vie vécue actuelle, c'est très, ça désoriente, c'est difficile. Je pense que leur expression, c'est détresse cognitive. ah, oui, C'est quelque chose qui... Et si on regarde, si on a un choix, on fait choix de l'aisance, pas de la détresse, même si c'est décevant. mhm, Et l'autre influence, il y a deux. L'influence de Isaiah Berlin, The Hedgehog and the Fox. oui, Il fait une division entre les personnes qui sont comme les renards, qui vont comme ça, qui regardent et qui veulent tout savoir. Et the hedgehog, comment on dit the hedgehog en français? Je ne sais pas. C'est, On va regarder et je vais mettre une note ok, ici. tu peux mettre. OK. Et, et c'est comme Tolstoï qui a une grande idée. Et, et la grande idée peut être décevante, mais quand même, c'est une idée et c'est beaucoup plus facile à comprendre que les petites idées que le renard sent et essaye de comprendre. C'est Et le hérisson. hérisson, oui, c'est Oui, ça. Hérisson, ça. Et oui, l'autre personne est Marc Bloch, oui, qui a écrit Société féodale. Et il y a les grandes idées, féodalité, les généralisations. Mais si on lit métier d'historien, mhm, il parle de féodalité comme un concept qui n'est pas utile. mhm. Mais comment Marc Bloch, qui a publié Société féodale en 1939,
et métier d'historien qui étaient ses notes qu'il a écrites pendant les années de résistance. Pourquoi la distinction? Pourquoi la différence? Car ce qu'il écrivait quand il était résistant était vrai, étaient ses idées de cœur. Et l'autre, j'ai appris après, c'était écrit sous, how do you say a deadline? Sur une date limite ou sur Oui, la pression de temps. et c'était une question de temps et il fallait être payé. Il Mhm. gagnait l'argent et il avait besoin de cet argent. Et il a créé cette création, la société féodale, en disant que oh, c'est beaucoup plus compliqué que cela, mais qu'est-ce on se souvient de société féodale? C'est la tendance de notre cognition. Oui. Et, et toi, tu n'es pas, tu n'as pas renoncé à ton opinion sur la féodalité comme l'a fait Marc Bloch. Toi, as été très persévérante. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur tes impressions sur la réception, l'influence de ton article dans l'historiographie par la suite, disons immédiatement, et puis plus tard, durant les décennies qui suivaient? Euh, c'est très variable. Et, et ce, ce- la France me donnait beaucoup de difficultés, car Georges Duby, je, je pensais que son ouvrage sur le Mâconnais essayait de prouver que le système n'existait pas. Maintenant, je suis plus sage. Il croyait au système, mais il l'approchait de la part des personnes dans la société mâconnais. Et on a l'impression qu'il nous raconte l'image de la société comme elle était vraiment. Mais c'est très influencé par le modèle qui se trouvait toujours dans sa tête. En tout cas, après Mâconnais, il a fait, il, il est devenu vedette. Il enregistrait ses brillantes présentations par la télévision. Et il écrivait les livres de l'art pour Skira. Et pour cela, il s'approchait du grand public. Il avait besoin de féodalité, car féodalité était ce que ce grand public connaissait. Et je me souviens, euh, j'étais dans un séminaire avec lui et quelqu'un a parlé de ce qu'il avait fait pour l'introduire et on a parlé des grands livres Skira et il s'est tourné vers moi et il a fait un clin d'œil car il savait que ce qu'il faisait n'avait pas, n'était pas tout à fait juste. Mm. Et donc, mais il avait besoin de la féodalité. Et ça, c'est vrai. Je pense que c'est quelque chose que les Français doivent avoir. Quand j'étais en France en décembre passé, j'avais, pendant Covid, on ne pouvait pas beaucoup faire et on réfléchissait. Et moi, j'ai beaucoup réfléchi du et c'était du point de vue de la vie familiale ainsi que la vie d'historienne au pouvoir de ce qu'on appelle en anglais disregard.
Mhm. Ce, ce que j'ai appris quand j'étais en France, qu'il n'y a pas un mot pour cela en français. On le fait, on tourne le dos, mais il n'y a pas de mot. Et ça, c'est très... Si les Français ne veulent pas se confronter, ils tournent le dos. Et j'espère que la parution de l'article en français, après 50 ans, va faire, va attirer un peu de notice à cet article. On espère. On Euh, espère. ben, un les ouvrages que ton article a inspiré, c'était bien sûr le grand livre de Susan Reynolds, Fiefs and Vassals, euh, qui est apparu maintenant il y a 30 ans. Oui. Euh, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que c'était dédié en fait à toi, je crois. Qu'est-ce que, comment est-ce que tu as réagi à l'apparition de ce livre? Mais Susan m'a contacté après la parution de l'article Mhm, et et nous ne connaissions pas. Mais je suis allée en Angleterre pour faire sa connaissance. Elle avait un exemplaire du livre de Marc Bloch, Société féodale, pour s'identifier. Quand je suis sortie c'était un avion, je ne sais pas, non, je pense que c'était un train. Je venais de France et j'ai lu chaque mot de ce livre. Elle m'a expédié ce qu'elle avait écrit. Nous avions l'intention d'écrire un livre ensemble. Et moi, je voulais écrire comment était la société là. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la vie vécue par ces gens pendant cette grande période qu'on appelle le Moyen Âge. Et il fallait l'approcher en tranches. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut dire à propos du mot fief? Qu'est-ce qu'on peut dire à propos? Et elle avait d'autres idées. Elle aimait des livres de thèses, d'idées, et elle voulait écrire sur fief et vassal. oui, Et pour moi, écrire un livre sur fief et vassal qui était déconstruite eux-mêmes, ces mots, c'est quelque chose qui n'était pas l'approche que je voulais. C'était de, de un peu de donner aux gens à nos ennemis, les armes qu'ils avaient déjà. Et mhm, donc, et Susan pensait que, en fait, un système féodal était créé au XIIe, XIIIe siècle par les avocats de profession. Et franchement, je ne les vois pas. J'ai beaucoup étudié la cour de Philippe le Bel. Est-ce qu'il avait un spécialiste système féodal? Non, pas du tout. Est-ce qu'il a employé les fiefs, les liens de fidélité, les choses? Philippe V voulait faire de son royaume une alliance jurée par les serments de fidélité. Mais ça, c'est autre chose que la féodalité. Et pour moi, j'admirais beaucoup ce qu'elle a fait, le livre a eu, mais pour moi, c'était une défaite presque. euh, comme c'était, elle a trop concédé à l'autre partie ou quelque chose. Et exactement. Les Oui. mots,
Euh, c'est parfait parce que c'est ton article et son livre sont un peu comme un binôme aujourd'hui dans l'historiographie sur la féodalité. C'est-à-dire que euh, si tu veux questionner la féodalité, première chose que tu lis, c'est l'article que tu as écrit. Et puis, deuxième chose que tu lis, c'est le livre de Susan Reynolds. La difficulté vient lorsque on voit que tes perspectives ne sont pas exactement pareilles. Alors, bien que elle questionne la féodalité et toi, tu le questionnes de différentes manières. Euh, J'avais euh, d'autres questions à te poser. Une question plus amusante. Dans ailleurs que dans l'article, mais quand même, tu expliques que tu as été inspiré par une caricature dans la revue The New Yorker, faite par James Stevenson, que je vais montrer juste maintenant. Euh, Ça a apparu en 1969. Et comment est-ce que qu'est-ce que tu penses de cette caricature? Parce que c'est pas tout à fait clair exactement ce que Stevenson croit à propos de feudal system ou feudalism. Si c'est satirique ici, s'il questionne un peu l'idée, euh, quel rôle joue cette caricature dans tes pensées? Oui, Richard, oui, je pense que les gens comme Stevenson et les artistes qui ont créé les autres, how do you say cartoon? Pas bande dessinée, mais Oui, je crois que c'est une caricature. caricature, Oui. ils voient très clairement. Ils voient, ils ont beaucoup plus de sens, common sense, sens commun, que les historiens qui étudient le document dans leur tour d'ivoire. Mais les carica- cari- caricaturistes, les cartoonists, Oui. sont là, ils vivent, ils voient au cœur. A. Stevenson, here's to feudalism and all the wonderful vassals that make it work. Dis donc, c'est-à-dire que ça n'existait pas et que c'est quelque chose inventé. Oui. Et tout le monde riait car il savait, oui, il y a une noix de vérité là-dedans, mais c'est trop difficile. C'est trop stressful. Il y a trop de détresse pour vraiment unpack it, as you would say, Mhm. pour vraiment accepter ce que cette caricature dit et l'appliquer à ma vie foncée. C'est trop difficile, mais je peux rire Oui. quand je vois ce qu'il dit. Et c'est la même chose avec les autres caricatures que nous avons vues, n'est-ce pas? Oui, ben, il y a cette bande dessinée que je vais montrer euh, qui a apparu dans la bande que j'adorais lorsque j'étais enfant, Calvin and Hobbes, où il décrit, il parle à propos des seigneurs et les vassaux qui vivaient dans un système futile, c'est-à-dire sans objet ou impossible. Et son ami, le tigre Hobbes, lui dit, ben, c'est un système féodal, futile. Et il dit, ben, je croyais avoir compris finalement ce que je lisais, mais non. Mais là, c'est dans tous les deux cas.
c'est comme on comprend que les gens étaient forcés à apprendre à propos de ce système durant leur scolarité ou à l'université, mais c'était quelque chose qui leur a repoussés, soit au niveau intellectuel ou juste instinctif. Et ils ont maintenant l'occasion de, de répondre, de refuter, pas directement, mais indirectement à Oui. travers ces dessins. Et c'est là qu'on on voit le sous-courant de résistance un peu à l'idée qu'on voit. C'est pas souvent qu'on le voit, mais dans les mains d'une caractériste futée, ça sort très bien. Et je pense aussi que les personnes qui voient ces caricatures, tu sais, ils pensent, il y a des systèmes. On se pense dans un système capitaliste. Capitalisme, féodalité, féodalisme, c'est la même chose. Mm, Et si ça existe, moi, je fais partie de ce système, mais où est-ce que je me trouve? Et mm, personne ne veut se voir comme un petit morceau d'un système. On sait on fait partie d'un système, oui, mais on se pense individu et on se pense distingué d'autres personnes par des caractères. Et donc, on veut rejeter et on le fait doucement, en riant. absolument. Euh, il y a maintenant, puisque maintenant nous avons discuté un peu de ton article, j'aimerais déboucher peut-être plus généralement, pas sur les détails de la féodalité, parce que euh, si les, les gens veulent savoir plus à ce propos, ils peuvent lire ton, ton article ou bien le livre de Susan Reynolds ou plein d'autres textes qui ont été écrits, ou bien écouter mon cours sur le sujet. Mais plus généralement, qu'est-ce que euh, maintenant que tu as bu, tu as mangé l'histoire du Moyen Âge depuis les années 50, euh, qu'est-ce que tu suggérais, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des étudiants qui commencent dans l'histoire du Moyen Âge aujourd'hui? Euh, comme dans la lumière de ce que tu as fait avec la féodalité, mais également avec toute ta carrière en derrière de toi, euh, quel conseil donnerais-tu à eux qui commencent ce long voyage vers le passé? Oh, suivre les personnes, suivre les individus, quand c'est là qu'on trouve la vérité. Et, et pour moi, euh, je travaille maintenant sur des questions que j'ai abordées premièrement il y a 40 ans peut-être. La première, et je suis plongée là-dedans maintenant, c'est comment est-ce que le fils de Philippe le Bel, Philippe V le Long, a volé la couronne de France quand il y avait une femme qui avait beaucoup plus de droits à la couronne que lui.
Et ça, je commence à comprendre ce que j'ai pas compris pendant 40 ans. Et, et c'est car je continuais à poser la question, comment est-ce qu'il a fait? Et maintenant, en travaillant avec mes collègues, et notamment Nicholas Vincent, et Xavier Elary et ses étudiants, qui sont en train de faire des recherches sur quelqu'un qui s'appelait Amédée V de Savoie. Et personne ne sait pas beaucoup de Savoie, à propos de Savoie, qui était vraiment un grand État, qui commençait à Lyon et qui terminait à Turin. Et quand même, ils ont des archives qui sont formidables, qui ne sont pas connues. Et nous essayons de faire connaître. Moi, j'avais le sens que Amédée était quelqu'un d'importance. Et c'est vrai. Et c'est d'Amédée, je pense, que Philippe a capturé l'idée qu'un frère pouvait monter le trône de France et que le frère avait des droits importants. Et je suis en train de l'écrire maintenant. Et ça donne une réponse que j'ai cherchée pendant 40 ans. Et suivre les individus et relire les sources, réexaminer les sources. If, how do you say ring the sources? Euh, Pour extraire tout ce qui est là-dedans. oui. Et j'ai beaucoup appris aussi en d'autres collègues, Ian Way, qui est à l'université de Bristol, qui étudie, et Bill Courtney, qui étudie l'université de Paris. On ne peut pas lire les documents très vite. Il faut les étudier, il faut les relire. Et il faut connaître les personnes qui ont écrit. Car les universités, comme toi et moi, Richard, nous pouvons formuler les phrases, formuler les documents qui disent rien ou qui disent beaucoup. Et nous savons comment le faire. Hmm. Et si un étudiant peut comprendre comment faire cela, un de mes étudiants un jour, merci Madame Brown, merci Peggy pour votre cours. Et pourquoi? J'ai demandé. Mais mon loyer n'était pas haussé. Ton loyer? Je savais comment présenter mes arguments. Ah, OK? Et donc, pour les jeunes, il y a beaucoup d'utilité dans l'étude. Oh, et pour la vie familiale, on peut connaître beaucoup de personnes qui sont mortes. Et à travers ces personnes, on voit combien de sortes de personnes il faut pour faire un monde. Et on va découvrir des personnes comme dans la famille, peut-être on a un peu de difficulté avec eux. Ils vivaient en passé aussi. oui. Alors, vraiment, ce que tu nous montres, c'est euh, auparavant, tu nous as parlé du courage, là, mais ici, nous parlons de la persévérance, la nécessité de vraiment être patiente et de regarder après les individus pour qu'on puisse apprendre à propos de toute la diversité qui existe, non seulement au passé, mais aujourd'hui aussi. C'est-à-dire que il faut pas penser que le monde est simple, ni aujourd'hui, ni au passé, mais en étudiant le passé et sa différence d'aujourd'hui, on commence à apprécier cette complexité à travers le temps. C'est très bien. J'ai une dernière question, si tu peux me permettre. Euh,
Et c'est notamment une question un peu comme... hmm, c'est une question un peu étrange, mais quand même. Euh, C'était très célèbre que le 4 août 1789, les révolutionnaires français ont aboli le régime féodal euh, et ils ont dit que tous les droits et les servitudes et tout ça associés, les obligations associées avec la féodalité étaient dorénavant abolies. Et ça a pris jusqu'à de ce moment où ils ont aboli la féodalité, euh, presque 200 ans avant que tu arrives avec ton article pour essayer d'abolir la féodalité euh, comme idée au lieu de comme soi-disant fait. Qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu penses à propos de la relation entre ton article et l'arrêt ou le décret du 4 août 1789? Mais euh, je croyais toujours à l'importance de liberté, égalité, fraternité, sororité, quoi. Euh, et ensuite, je suis arrivée en France pour voir que monsieur quelque chose, de quelque chose, valait beaucoup plus qu'un monsieur Lebrun simple. Et on abolit, je sais pas, la féodalité, ni les distinctions. Oh, par la Révolution française, ça existe toujours. Hmm. Et la féodalité existe toujours. J'espère que dans l'avenir, on va faire beaucoup d'efforts pour comprendre la création de cette notion. Moi, j'ai commencé à le faire Hmm. et c'est une tâche énorme car il faut tout lire, il faut voir le rôle qu'a joué la féodalité dans le colonialisme pour déprimer les autres comme euh, Instrument. moyen de lutter contre, d'abîmer les autres. Et, mais ça vaut la peine, car si on voit que c'est une création humaine, on va être, on va le rejeter plus facilement. Parfait. Ben, merci, Peggy, Oh, merci. de m'avoir parlé. Merci pour ta patience avec toutes mes questions. Et on espère que nos auditeurs vont apprécier cet entretien sur le 50e anniversaire de l'apparition de ton célèbre article. Merci mille fois.